Bonjour Le Mans. Je ne peux pas être parmi vous pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais je tenais à vous présenter ces deux films puisque j'ai été sollicité par l'organisateur de cette manifestation pour faire une petite présentation, voilà, pour vous familiariser peut-être que certains d'entre vous sont déjà familiarisés, mais vous familiariser un petit peu avec l'univers de Jess Franco, voilà, le monde fou de Jess Franco. Alors les deux films que j'ai sélectionnés, ce sont des films vraiment très importants dans la carrière de Jess Franco, hein. Il y a le rôle de Dr. Orloff qui est quand même le film à l'origine de sa notoriété. Et puis le deuxième, c'est Venus in First qui, à mon sens, est un pur chef-d'œuvre et c'est un des films que lui-même préférait de toute sa carrière. Voilà. Alors, Jess Franco, c'est quand même un monsieur qui a fait 200 films, hein, peut-être plus. Mais il avait une tendresse particulière pour Venus in First. En ce qui concerne le rôle de Dr. Orloff, c'est un film qu'il aimait beaucoup, hein. Moi, je l'ai connu pendant 40 ans. Donc, au départ, il était aussi enthousiaste que moi sur ce film-là. Et puis, bon, bah, au gré du temps, il s'est un petit peu désolidarisé de tout le monde parce qu'il estimait qu'ayant fait un certain nombre de films, c'était quand même un petit peu énervant pour lui qu'à chaque fois qu'on l'approche, on lui parlait de la rive de Dr. Orloff, quoi. Alors il avait tendance à dire oui, bon, la rive de Dr. Orloff c'est un vieux truc, si je devais le faire maintenant, je ne ferais plus du tout pareil. Et puis bon, bah ça suffit, quoi. Arrêtez de me parler d'Orloff. Je voudrais bien que vous me parliez d'autres films bons que j'ai faits. Voilà. Alors le rive de Dr. Orloff, c'est très très important, déjà pour lui, parce que c'est le film qui l'a révélé au monde entier, hein. En fait, c'était une toute petite production qui a été montée très vite, hein. C'était en 1900, tout début des années 60. Il était à Nice pour le tournage d'une comédie musicale hispano-française. Et ils ont été voir, avec les deux producteurs, ils ont été voir un film qui s'appelait Les Maîtresses de Dracula, donc un grand classique de la Hammer. Et à la sortie, Jess a dit, mais vous savez, si ils étaient emballés tous les trois, quoi. Et à la sortie, je dis, si vous voulez, je peux vous en faire un comme ça. Voilà. Et donc le projet de le réalisateur Arnoff est né comme ça. Alors, Jess a écrit le scénario, hein. Vous verrez que c'est signé David Kuhn. David Kuhn, c'était un de ses pseudonymes. C'était peut-être un rempart pour éviter des poursuites juridiques, parce que son film ressemble quand même un petit peu beaucoup aux Yeux sans visage qui avait été fait 1 ou 2 ans avant par Georges Franju. Voilà. Alors c'est important aussi parce que c'est peut-être le premier vrai film gothique d'horreur espagnol qui ait jamais été tourné sur le sol espagnol, quoi. Il y a eu une tentative en 1944 par un cinéaste qui s'appelait Edgar Neville, je crois, qui s'appelait La Tour des Sept Bossus, bon, qui est un excellent film, mais qui était presque, qui avait des tendances un peu parodiques. C'était pas un film d'horreur, mais c'était un film très gothique que je vous recommande d'ailleurs si vous avez l'occasion de le voir. Mais Le Rêve de Claire Orloff, c'est vraiment le premier vrai film d'horreur espagnol qui a été conçu donc en 1961, quoi. Et il faut dire il y a eu quelques tentatives, hein, par d'autres cinéastes, mais le mouvement du film d'horreur espagnol a vraiment démarré à la fin des années 60 avec l'émergence des films gothiques réalisés non pas réalisés, interprétés par Paul Naschy, qui était un sacré, sacré amateur de films d'horreur. Voilà. Donc c'est un film, on va dire, dans la lignée très classique, hein, de par son thème, puisque le thème c'est un médecin, un chirurgien, on va dire, qui a eu un gros problème avec sa fille, quoi. Elle est en catalepsie et elle a été défigurée par un incendie. Donc c'est le thème classique du chirurgien qui essaye de redonner vie à la personne qu'il aime le plus. Ça peut être sa femme, ça peut être sa fille. Et là, bon, les exemples sont multiples dans le cinéma américain, hein. Il y a quand même, c'est un thème assez galvaudé.
Alors, Jess Franco était à l'époque un cinéaste assez, on va dire, assez débutant. Il avait quand même réalisé quelques films, des comédies musicales, des petits polars. Et là, c'est son entrée en force dans l'univers du fantastique. Alors le film, il a été tourné en deux versions, hein. Comme c'était une coproduction hispano-française, on va dire hispano, parce qu'il y a très très peu de capitaux français qui ont été engagés dans ce film, mais les producteurs français ont tenu à ce que, connaissant les circuits de distribution auxquels ils avaient accès, lui ont demandé de faire quelques inserts érotiques. Voilà, érotique, c'était beaucoup dire. Disons quelques plans de nudité, quoi, qui ne sont pas dans la version espagnole. Mais ce sont des plans quand même qui sont marquants parce qu'à l'époque, on n'avait pas ça dans les films, hein. C'était ou bien des films anglais à mort, ou bien des productions italiennes qui essayaient un petit peu de copier la mouvance de la Hammer, mais l'érotisme n'était pas vraiment omniprésent, quoi, dans ces productions-là. Et là, ça a un petit peu, pas choqué les spectateurs, mais c'était plutôt une bonne surprise, je veux dire, pour les clients qui fréquentaient le midi-minuit. Voilà. Alors donc c'est un film qui mélange la pure terreur, le gothisme. C'est un film qui ressemble beaucoup, par certains aspects, au cinéma muet, hein. D'ailleurs, à l'époque, quand le film est sorti en France, un critique, pour essayer de dégommer le film, a dit ouais, mais ça fait très vieux, on dirait un film muet. Et il ne se rendait pas compte, certainement, en disant ça, que c'était un très bel hommage, en fait, qui rendait à Jess Franco. Voilà, alors le film, la mise en scène, elle est choc, hein. Moi, je sais que ça m'avait profondément marqué. C'est le film, d'ailleurs, qui a fait que je me suis attaché à la carrière de Jess Franco. Ça a été le point de départ, quoi, d'une véritable passion pour son cinéma. Et le film, il est complètement imprégné des maîtres à penser de l'époque de Jess Franco, qui étaient des réalisateurs de série B américains. Et donc, il n'y a pas seulement des plans de réalisateurs de série B, hein, il y a des références à Orson Welles. Enfin, c'est un film qui est très très soigné, qui est très plaisant. Et moi, je suis sorti de la projection complètement knockouté. C'était un choc, c'était tellement un choc que je suis retourné voir le film quelques jours après, pendant qu'il était en exclusivité. Et voilà, alors le film s'est très très bien vendu. En France, il a connu le circuit habituel de ces films-là, c'est-à-dire La Midi Minute pour Paris, quelques salles de province qui étaient spécialisées dans ce type de film. Et il s'est vendu partout dans le monde, quoi. Il a été distribué aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, au Brésil. Enfin, il a été vu dans le monde entier. Et c'est ce qui fait on a commencé à s'intéresser à lui, tout au moins les spécialistes de ce cinéma-là, quoi. Donc j'espère que vous allez l'apprécier malgré ses presque 60 ans d'âge. Voilà. Alors, en ce qui concerne la Vénus en fourrure, c'est autre chose, hein. Jess Franco est un cinéaste qui ne pouvait plus travailler en Espagne, parce que ses premiers films étaient des films tout publics, mais très vite il a eu envie de faire des choses beaucoup plus personnelles, et il se heurtait sans arrêt au mur de la censure, hein. La censure espagnole était impitoyable. C'était un carcan dont il a voulu s'affranchir, donc le seul moyen pour lui de s'en affranchir, c'est d'aller travailler à l'étranger. Donc il a commencé à travailler au Portugal, en Italie, et puis il est tombé sur un producteur anglais qui a repéré ses qualités. Il savait qu'il travaillait vite, qu'il travaillait bien, pour des budgets raisonnables. Donc il s'est retrouvé pendant une période de quelques années à faire des films pour un producteur anglais qui s'appelait Harry Alan Tower, qui était un petit peu un fou furieux dans la production, hein. C'était quelqu'un qui a passé sa vie à faire des adaptations de romans célèbres. Et le film, il a été tourné, si je ne me trompe pas, en 1969. Donc c'était l'époque où le cinéma érotique faisait vraiment son apparition, quoi, aussi bien en Allemagne que partout en Europe. Et donc il fallait que ce soit un film quand même érotique. Et donc Jess a fait quelques films pour lui avant celui-là.
et des films qui ont très 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 bien marché. Hein. Par exemple, 99 femmes a été un succès dans tous les pays où il a été présenté. Il a fait une adaptation du Marquis de Sade, ou deux adaptations même. Hein. Et tout ça, ça a été des films qui étaient vraiment très très commerciaux et très très bien reçus. Alors, Jess Franco a eu envie quand même de faire un truc beaucoup plus personnel. Donc il lui a proposé ce scénario qui s'appelait à l'origine Black Angel. Alors Black Angel, c'est une histoire qui tenait beaucoup à cœur à Jess Franco. Hein. C'est un film, on va dire, bon, qui répond à la mouvance de son temps, quoi. C'est-à-dire qu'il est érotique, il est fantastique, il est psychédélique, et c'est un film musical aussi, parce que c'est l'histoire d'un trompettiste. Donc c'est un sujet qui lui a été inspiré par une conversation qu'il a eue avec Chet Baker, qui était un énorme trompettiste de jazz, quoi, qu'il aimait particulièrement. Et Chet Baker lui a parlé de ce qu'il ressentait quand il se lançait dans un solo de trompette d'une durée indéfinie, quoi. Et donc il disait, quand je ferme les yeux et que je pars en improvisation, je vois ma vie défiler, il se passe des tas de choses, et je suis très surpris quand je rouvre les yeux au bout d'une minute, 2 minutes, 3 minutes, de retrouver les mêmes spectateurs que ceux qui étaient sur le devant de la scène. Voilà. Et Jess a trouvé que c'était une idée intéressante, et donc il a écrit une histoire en fonction de ce postulat. Alors, il a soumis son scénario au producteur, qui a un petit peu remonté son nœud de cravate, disant, écoute, tout ça c'est pas très commercial, hein. Par contre, il y a un truc qu'on peut faire, c'est que je suis en bagarre avec un producteur italien, parce que je voulais faire une adaptation de La Vénus aux fourrures de Sakar Majok, et l'autre producteur italien, il m'a coupé par-dessus le pied, et il a fait sa version à lui. Alors, je voudrais qu'on fasse un film qui s'appellera La Vénus aux fourrures, pour l'emmerder, quoi. Et donc, il faudrait glisser dans ton scénario des éléments qui se rapprochent un petit peu de ça. Alors, Jess Franco, qui avait vraiment envie de faire ce film, il a accepté ses concessions, quoi. Mais en fait, quand on regarde le film terminé, on s'est dit, mais le rapport avec la Vénus en fourrure, c'est simplement la fourrure que porte l'actrice principale, quoi. Mais il y a quelques scènes qui touchent un petit peu au sadomasochisme, mais vraiment, on trouve ça dans tous ces films. Donc, c'était pas du tout une adaptation de Sakar Majok. Par contre, c'est un vrai film. C'est un vrai film, en fait, je m'en suis rendu compte longtemps après. C'est un vrai film qui s'apparente beaucoup aux histoires de fantômes japonais, quoi. C'est-à-dire une histoire d'amour entre un personnage vivant et une femme morte, qui apparaît régulièrement dans le film. Et, bon, vous allez voir ça très bien d'ailleurs. Alors, c'est une pure merveille. Hein. C'est vraiment, malgré le dictat du producteur, parce que le producteur, quand il a vu la copie de travail, il a été horrifié. Il a été horrifié parce qu'il n'y avait rien de ce qu'il espérait. Donc, comme ils avaient été l'année d'avant tourner des stock shots du carnaval de Rio, il a dit, bon, bah écoute, pour rendre ça un peu plus commercial, on va glisser des stock shots du carnaval de Rio, les protagonistes vont aller à Rio. Voilà, alors le film est un petit peu bancal quand même à ce niveau-là, parce que on se demande ce qu'ils vont faire au Brésil. Hein, mais tout ça passe très 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 bien. Je soupçonne aussi le producteur d'avoir imposé des ralentis, d'avoir imposé des filtres de couleurs, d'avoir donné vraiment une touche très très psychédélique à tout ça, et qui finalement n'a pas déplu à Jess, puisque moi, je sais que quand je l'ai rencontré la première fois au début des années 70, il affirmait que c'était son meilleur film, quoi. Et je ne l'ai jamais entendu dire, sur une période de 40 années, qu'il y avait un problème avec ce film, quoi. Je pense que c'est resté jusqu'au bout, peut-être pas son préféré, mais l'un de ses préférés. Voilà. Alors, le film, donc, il existe la version d'exportation, la version de langue anglaise, est la même dans tous les pays, mais j'ai appris après, plus tard, qu'il existait un montage différent en Italie,
Bon, j'ai fait des pieds et des mains pour arriver à avoir cette version italienne, parce que je la pressentais différente, et effectivement, la version italienne est très différente, parce que il y a beaucoup de choses différentes au montage, hein. La première partie du film, il y a des plans plus courts, des plans plus longs. On sent que le monteur du film, qui était Bruno Mattei, que vous connaissez peut-être, un personnage qui a une très très mauvaise réputation, ce serait Bruno Mattei qui aurait réalisé le montage italien. Mais ma foi, on retrouve dans cette version italienne plus de cohérence. Le film est moins fantastique, moins... D'ailleurs, la fin est complètement différente. Mais il y a des choses aussi très intéressantes qui ne sont pas dans la version anglaise. Et ça, c'est un petit peu dommage. Disons que la version italienne est plus proche, moins irréelle, quoi, moins dans l'onirisme et dans le. Mais il y a des scènes vraiment qui, quand on a vu la version italienne, qui manquent un petit peu dans la version anglaise. Enfin, tout ça, c'est pas très important parce que le film est magnifique, hein. Il est servi par un casting d'enfer, hein. Il y a quand même des grandes vedettes anglaises du style Dennis Price, il y a Klaus Kinski, et puis surtout il y a Maria Rome qui était la compagne du producteur, qui a jamais été aussi belle, quoi. C'est vraiment un régal. Et alors, au niveau de la musique aussi, c'est un enchantement parce que ils ont eu le bon goût de confier le principal de la musique, on va dire, à Manfred Mann. Manfred Mann qui est un grand musicien pop, quoi. Il a commencé avec Manfred Mann, le groupe qui s'appelait strictement Manfred Mann, mais après il a évolué, il a monté divers groupes, et c'est un petit génie musical, quoi. Voilà. Euh, que vous dire de plus, sinon que là aussi, c'est un film qui a jamais été distribué normalement en France, hein, avant sa sortie en DVD il y a quelques années. Mais j'avais eu la chance de me trouver à Londres en 1971, à un moment où le film il passait dans un club. Donc on a eu la chance de le voir en 1971, ce qui m'a permis de commencer à délirer dessus. Quand je suis rentré en France, j'ai fait le tour de tous les distributeurs en leur disant voilà, il y a un film génial, il faut le sortir. Et à chaque fois, c'était la même réponse oui, on l'a vu, c'est très bien, mais c'est pas commercial. Voilà, donc je pense que aujourd'hui, c'est un film qui vous apparaîtra dans sa splendeur, quoi. J'espère que vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Bonne soirée à vous.